inamovible, directeur de VRAC. Il y a quelques questions dont je vais vous proposer de vous emparer, puis vous en avez peut-être repéré d'autres que celles que j'ai notées. Avant de commencer, Sylvie Bouvier, j'aimerais bien que vous nous fassiez un succinct petit discours de la méthode sur la réouverture, la redéfinition des contrats de ville, la rénovation des contrats de ville. Voilà, je vais chercher le mot. Quels sont les critères d'évaluation? Quels sont les délais? Quel est le calendrier? Qu'est-ce qu'on peut encore faire quand on est un acteur de l'ESS et qu'on intervient en territoire politique de la ville aujourd'hui? Globalement, tout ça arrive à la fois sur votre bureau. Presque. Bonjour. Donc, je vais vite rapidement brosser le cadre actuel. Là, on est dans un temps tout à fait spécifique et intéressant de la vie des contrats de ville. Vous savez certainement qu'ils ont été prorogés jusqu'en 2022. Ils ont 435 contrats de ville ont été signés en 2015. Donc, on a, dans cette perspective de prorogation, on a les moyens, en fait, de redynamiser les dynamiques locales et les partenariats. Donc, le cadre général, c'est simplement d'abord l'évaluation à mi-parcours qui a été réalisée sous différentes formes dans les territoires. Parfois, ça peut être un cabinet externe, parfois c'est en régie, parfois sur des durées longues, parfois c'est des temps de travail entre les acteurs du territoire, parfois c'est sur des méthodes très participatives. Ce qu'il faut vraiment indiquer, c'est que le contrat de ville, c'est juste un cadre. Hein, c'est un cadre dans lequel qui permet aux acteurs locaux de fonctionner. Donc il y a une marge de manœuvre très importante qui appartient au territoire et qui appartient réellement aux acteurs du territoire. Il faut pouvoir s'en emparer. Donc du coup, là on est dans un temps tout à fait intéressant parce qu'on a déjà mis en œuvre la nouvelle forme des contrats de ville qui sont issus, comme vous le savez, de la loi Lamy 2014. Et puis, on est dans un temps de co-construction, de travail entre tous pour reformuler les perspectives à venir jusqu'en 2022. Donc, globalement, c'est dans les ingrédients, on va dire, les matières premières qui vont permettre aux acteurs d'avancer. C'est d'abord les éléments qui sont issus des bilans à mi-parcours. Et ces éléments, ils vont ils relèvent évidemment ce qui a été fait, les plus et les moins dans le contrat de ville, et ils sont orientés très généralement d'abord sur les questions de gouvernance, parce que dans les contrats de ville et dans l'écosystème du contrat de ville, c'est un enjeu majeur, et puis sur toutes les questions évidemment de priorité, d'actions mises en œuvre ou à mettre en œuvre. Et dans ces démarches évaluatives, on a des préconisations ou des propositions qui ont été faites et dont on souhaite évidemment tenir compte pour construire la démarche suivante dans le cadre de la rénovation des contrats de ville. Donc ça, c'est, on va dire, un ingrédient de ce qu'on a en magasin, on va dire, pour travailler. L'autre grand cadre, c'est notamment le pacte de Dijon, qui est des engagements qui ont été signés à la fois entre l'État et les collectivités. Voilà, entre l'État et les collectivités qui sont à décliner au niveau du territoire. Et puis au niveau du gouvernement, on a 40 mesures qui sont issues d'une co-construction nationale et locale et qui ont été annoncées en juillet 2018. Et ces 40 mesures sont la feuille de route gouvernementale sur 5 programmes prioritaires et SEM, on va dire, sur plein de sujets, de dispositifs divers et variés. Et donc, toutes ces choses-là, en fait, vont permettre aux acteurs locaux de construire cette rénovation et de travailler leur nouveau contrat de ville. Alors, le calendrier, donc il avait été demandé que les choses se fassent pour l'été. Hein. On sait que ça prend beaucoup de temps et que de toute manière, donc là j'ai oublié de dire, le cadre de référence, c'est le circulaire du Premier ministre du 22 janvier. Et donc on sait très bien aussi que
les instructions souvent arrivent un peu tardivement, et puis vous savez, entre le rythme de l'administration, entre le rythme de l'action locale, il y a toujours un petit delta, et c'est comme ça. Et donc, du coup, nous, on sait très bien qu'on n'aura pas tous les éléments tout de suite, mais on commence à avoir ça s'appelle des protocoles d'engagement réciproque et renforcés, des documents qui sont des avenants contre la ville. On commence à en recevoir et on a des documents qui sont tout à fait intéressants et passionnants. Il y a des territoires qui ont énormément travaillé. Et donc, du coup, juste pour terminer, c'est de dire que ce temps-là est réellement une opportunité pour donner un nouveau souffle à la fois à la dynamique entre les acteurs et notamment au partenariat État-collectivité, assez central dans un contrat de ville, aux dynamiques de coopération, aux questions d'inscription, de participation des habitants et de réelle inscription des conseils citoyens dans la gouvernance du contrat de ville. On a des choses qui avancent sur des territoires et aussi pour reboucler avec le sujet du jour de votre séminaire, c'est de dire que c'est aussi une opportunité pour faire réellement rentrer l'économie sociale et solidaire, les projets d'économie sociale et solidaire dans ce volet emploi-insertion professionnelle qui est un des volets des contrats de vie. Voilà. Merci. Emmanuel Rousselet, je vous demanderai ensuite à chacun de vous emparer de ce qui a été projeté tout à l'heure et très bien défendu par les rapporteurs. Vous avez, vous, une petite particularité, c'est que vous avez une nouvelle délégation au département des Îles-et-Vilaine. Et c'est très bien que vous soyez là en conclusion aujourd'hui, parce que vous êtes finalement l'hybridation que l'on cherche à travers la journée, puisque vous avez la délégation politique de la ville et économie sociale et solidaire. Vous me disiez tout à l'heure que si je n'avais que l'un, je m'emmerderais. Je travaille un petit secret, mais. Non, mais je peux le dire posément. Moi, voilà. J'ai la délégation dans un département. Alors, un département, ce n'est pas forcément l'acteur principal des contrats de ville, c'est un signataire parmi d'autres. C'est aussi un acteur qui n'a plus la compétence de développement éco, donc, puisque nous avons renforcé nos compétences de développement, de solidarité humaine et territoriale. Et c'est vrai que moi, la politique de la ville, je l'avais découvert en tant qu'habitant à faire des dossiers CERFA qui prennent un peu de temps parce que j'étais militante dans mon quartier et il se trouve qu'il était en politique de la ville. Mais en tant qu'élue, j'ai eu un petit choc de culture dans l'économie sociale et solidaire et je suis très contente d'avoir les deux délégations. C'est-à-dire que j'ai l'impression de produire avec l'ESS au service de la politique de la ville. Et les deux, je trouve, sont complémentaires et je pense y compris dans les gouvernances, y compris dans la question des parties prenantes en vrai autour de la table et pas dans un truc où on est 50 dans une salle. Comment on peut vraiment co-construire des politiques publiques à l'échelle du quartier et juste pas que concerter, c'est pas pareil. Voilà. Et toutes ces. Moi, je m'appuie sur les deux et puis rappeler que il y a aussi des territoires, parce que des fois l'ESS oublie qu'elle a à agir aussi sur ces territoires-là parce que c'est de l'action sociale, parce que c'est du quotidien et qu'il y a une approche à développer en termes d'entrepreneuriat collectif, en termes de gouvernance partagée aussi. Et c'est vrai que moi, les deux se nourrissent. Parfois, le SS oublie des territoires et parfois la politique de la ville oublie la dimension économique. Oui, je pense que. Il y a une acculturation. Ouais, je me disais que le prochain coup, dans le prochain séminaire qu'on fait, il faut qu'on travaille sur c'est quoi l'économie et c'est quoi l'économie sociale et solidaire, parce que j'avance dans mon parcours d'élu et je ne viens pas de là, je viens du monde de la coopération et du secteur associatif. Et le manque de culture économique des agents dans les collectivités, des collègues élus, du secteur associatif, moi, me fait un peu peur parce que du coup, comment on peut se créer en confiance ces choses quand on ne parle pas des mêmes choses. Quand j'ai un collègue élu qui me dit 13 000 € pour un poste, c'est vachement bien. Non, c'est rien, c'est pas le coup, il y a des cotisations sociales. Et quand des associations déposent des budgets à 2 000 € alors qu'on sait que le projet il en vaut 8 ou 10 parce que ah ouais mais il ne faut pas trop qu'on demande, on a des bénévoles. Enfin, toutes ces questions à l'échelle d'un territoire, c'est quoi le juste prix, c'est quoi la place de chacun dans ce projet-là. Et oui, il peut y avoir des bénévoles, mais c'est pas pour autant qu'on doit brader le projet. Donc c'est cette question de la culture économique commune dans un intérêt général. Il s'agit d'être là pour servir les besoins des habitants des quartiers, pour servir des entreprises qui sont présentes, qui
produisent du développement, mais du développement d'intérêt général. Merci. Boris Tavernier, vous, cette hybridation, vous l'avez un peu, enfin, je vais dire 2 mots quand même sur la création de VRAC. Vous allez le refaire, enfin, tu vas le refaire peut-être, mais c'est initié vraiment pour et par, enfin, pour les habitants, mais appuyé sur un bailleur social au sein d'un GIE, donc avec des objectifs qui sont des objectifs pas de philanthrope au début. Il y a une vraie culture économique, il y a un vrai mariage politique de la ville et économique dès le départ de VRAC. Est-ce que c'est pour ça que 5 ans plus tard, et on en parlera parce que parmi les questions qui reviennent le plus, c'est la question de l'essaimage et la question de la pérennisation, donc là-dessus, je voudrais bien qu'on entende. Mais est-ce que c'est ce mariage de départ, cette alliance de départ qui fait la solidité finalement du dispositif? Mis à part que, évidemment, tu n'es pas payé depuis le début. Mais on retrouve effectivement qu'au départ, il y a non seulement un bailleur social, mais il y a aussi la Fondation Abbé Pierre. Donc on touche à l'économie parce que à l'origine du projet, le bailleur voulait monter un projet dans les quartiers pour développer vraiment le pouvoir d'achat, le reste à vivre de ses locataires. Donc le côté économique, il était clairement là. Et la Fondation Abbé Pierre, plutôt sur le côté générer des nouveaux lieux de socialisation. Donc effectivement, dès le départ, on a avec un objet principal qui est, à l'origine, quand il est imaginé, presque luxueux. Mettre du bio dans les quartiers. Oui, alors ça, c'est arrivé par mon intermédiaire, parce que moi, ça faisait déjà 15 ans que je naviguais sur ces questions-là d'alimentation, et déjà dans l'ESS, mais plutôt venant de l'autogestion, de la SCOP. Donc oui, c'était pourquoi on pourrait pas, pourquoi les habitants du quartier ne pourraient pas se payer des produits bio, en fait. Donc c'est vraiment parti de là. Après, effectivement, il y a la réalité économique. Tout de suite, pour rendre accessibles ces produits, le choix, c'était de les vendre à prix coûtant. Donc effectivement, là, on ne génère pas beaucoup d'argent. Et si tu veux, pour rebondir tout de suite sur cette question d'autofinancement et d'hybridation dont tu parlais que ce matin, oui, des bailleurs sociaux, des fondations, des entreprises, des particuliers, des collectivités. C'est hyper important. Moi, j'en parlais en aparté ce midi. Vous connaissez tous la théorie de Pierre Rabhi avec le colibri, quoi. Chaque petite goutte. Sauf qu'il raconte jamais la fin de la légende, Pierre Rabhi, où il y a toujours le feu, en fait. Quoi. Donc le côté hyper individualiste, je fais tout seul, j'y crois pas, et c'est vraiment, et on le voit à travers tout ce qu'on entend toute la journée, à travers la mutualisation des acteurs, de travailler ensemble, de faire des choses avec les collectivités, avec les entreprises. Donc quand on regarde le milieu associatif, des fois c'est ça, en fait. Ah mais non, maintenant tu vas te pervertir, tu vas travailler avec des entreprises, tu vas être financé par eux, ou avec des collectivités. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça et tirer dans le même sens. Après, VRAC, oui, et c'est aussi là-dessus où il faut faire une distinction, et j'en parlais à mon collègue tout à l'heure dans l'ESS. On est en train de passer un cap qui me fait peur quand même, qui est celui de la French Impact. Aujourd'hui, toutes les structures de l'ESS ne peuvent pas générer de l'argent comme une entreprise, c'est pas possible. Et on tend vers ça. Aujourd'hui, la première question que tout le monde te pose, c'est quoi ton modèle économique? Moi, j'ai cherché de l'argent et je trouve, et c'est ça mon modèle économique. Mais non, c'est pas possible. C'est pas pérenne comme ça, quoi. Et c'est hyper difficile. Ça c'est la dimension politique de la ville, enfin la dimension lien social qui effectivement n'est pas monétisable. Non, effectivement, tout ce qu'on achète, l'année dernière, on achète 300 000 € de produits, on revend 300 000 € de produits, donc on achète la perte quelque part, qui est nulle. Mais effectivement, tout le reste, on ne peut pas le mesurer. Alors, dans les questions qui ont été posées, alors, encore une fois, invitez-vous dans le débat. Il va être court, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'il faut qu'à 16h45, on puisse finir cette table ronde pour que l'ensemble on retombe sur nos pieds. Donc, ne tergiversez pas si vous voulez prendre la parole, faites-vous connaître. Dans les différentes questions qui ont été levées, alors je vous propose les miennes et puis vous déciderez de parler des vôtres, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. Il y avait évidemment la question qui est revenue plusieurs fois de la pérennisation. Comment est-ce que, alors je ne sais pas, peut-être Emmanuel Rousset, Maurice, peut-être quelques mots sur, parce que vous avez quelques années maintenant, et puis d'une expérience micro-locale, Villeurbanne, aujourd'hui, VRAC, Strasbourg, Nantes bientôt, Lille à venir, j'oublie évidemment Paris et Bordeaux. Alors, ouais, au départ, je ne pensais pas du tout qu'on irait partout dans ces endroits-là. Et en fait, c'est aussi lié au financement, bizarrement.
Aujourd'hui, c'est assez facile de partir d'une idée, de créer ta structure, ton asso, et d'être financé pour une expérimentation. Pendant 3 ans, tu expérimentes, tout va bien, tu es financé. Après, tout de suite, l'étape 2, c'est le changement d'échelle, en fait. C'est la question. Comment passer de l'expérimentation à la pérennisation, quoi. Donc, en fait, voilà, tu es financé pour le changement d'échelle, et puis la pérennisation, tu ne vas toujours pas, quoi, parce que tu multiplies un petit peu de la précarité, quelque part. Et il y a toujours cette logique d'appel à projet qui va finir par nous tuer. Il n'y a plus de financement de fonctionnement, ou très très peu, et on doit rajouter des nouveaux projets, des nouveaux projets, des nouveaux projets pour continuer d'exister, quoi. Donc, on s'alourdit aussi. La pérennisation, j'ai envie de te dire que même dans une entreprise, j'ai pu avoir un café-concert, une entreprise, tu es aussi en CDD, quoi. Si un jour il y a plus de clients ou si ça plaît moins, ça s'arrête. Donc c'est aussi ce risque-là dans une association. Et si au jour de demain, il y a un des acteurs ou plusieurs acteurs qui décident que politiquement, pour d'autres raisons, que ça n'a plus d'intérêt, ça va aussi mourir. Donc c'est difficile de se dire qu'on va exister. Et puis même, je préférerais qu'on n'existe plus et qu'au final, des groupements qu'on développe, qui sont sur Lyon maintenant, on a 14 groupements, il y en a 6 qui sont portés par les habitants eux-mêmes. Donc si on disparaît, c'est plutôt de bonne nouvelle en soi dans quelques années. Si vous vouliez, cette question de la pérennisation, est-ce qu'il n'y a pas une injonction de la puissance publique à innover en permanence, à expérimenter, et qu'ensuite il y a un peu l'oubli de comment est-ce que on accompagne sur le long terme? Je laisse le temps de réfléchir. Alors, moi, je partage tout à fait. Puis là, ce qu'on voit, alors c'est peut-être parce que Rennes, ça a 1h25 de TGV, mais alors la question de la concurrence des projets qui débarquent, parce qu'il faut changer d'échelle, au détriment de tout le réseau et le maillage local, moi, ça m'inquiète un peu. Et c'est pour ça que j'ai apprécié quand j'ai vu que Braque disait qu'il se basait sur des systèmes locaux d'abord pour se développer et que ce n'est pas du développement pour avoir des financements pour changer d'échelle, mais bien parce que c'est, comme on l'a vu ce matin avec les échanges entre Marseille et c'est la question d'ingénierie. Et nous, collectivités, on doit, avec les acteurs de l'ESS, assumer le risque. C'est-à-dire que il faut expérimenter, il faut arrêter quand ça ne marche pas, parce qu'il y a aussi plein de choses qui ne marchent pas et qu'on n'arrête pas. Et là, on gagnerait des sous pour financer de manière structurelle des projets qui vont bien. Et puis se dire que c'est de l'investissement. Et l'investissement, on est capable de mettre des millions d'euros dans des routes, des bâtiments, et que peut-être que quelques dizaines de milliers d'euros sur du fonctionnement, sur un socle de base qu'on nous garantit avec une convention pluriannuelle ou de la garantie de marché sur plusieurs années, ça laisse aussi du temps pour s'installer, ça laisse du temps pour trouver des partenaires, et puis c'est la part de financement de l'intérêt général. Donc c'est vraiment ces questions-là où on a de la ressource, on a des outils. Maintenant, il faut de la volonté partagée sur un territoire et pas forcément que de l'injonction à faire du neuf. Justement, ce financement, il existe au département d'Ille-et-Vilaine de l'accompagnement alors, nous, on a dans la durée. Ouais, sur la ville ESS, il existe vraiment, puisqu'on a de la marge de manœuvre. Sur la politique de la ville, on est dans le pot commun du comité des financeurs. C'est vrai que des fois, j'aimerais bien pouvoir financer en direct parce que c'est des fois plus efficient en termes de. On peut se permettre de faire des choses quand il y a des cultures maison un peu plus longues, mais on joue le jeu du collectif et puis le collectif évoluera peut-être avec la rénovation des contrats de ville. Ça veut dire que politiquement, vous assumez le fait de ne pas sortir une nouvelle initiative de votre manche régulièrement. Et puis on évalue. Je pose la question parce qu'il était question la question du courage politique. Où est-ce qu'elle se situe? Comment est-ce qu'elle s'affirme? J'ai assisté à un petit morceau de ce débat tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que le courage? Est-ce que ça peut être celui-là aussi, par exemple? Tout à fait. Puis c'est aussi celui des fois d'arrêter, parce que moi, je suis sidérée du nombre de la multiplication des petits projets. C'est-à-dire qu'à un moment, sur certains territoires, on pouvait quand même faire plaisir à tout le monde. Et qu'on ne s'est pas forcément donné des priorités prioritaires, co-construites avec les gens, et qu'à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, 300 € par-ci, 1000 € par-là, on saupoudre et on n'a pas un effet qui va avoir vraiment de transformation sociale. Et puis ça prend du temps, la co-construction, ça prend du temps, le fait de faire culture commune. Donc c'est du temps, c'est de l'argent, ça se paye. Donc nous, au département d'Ille-et-Vilaine, alors évidemment, on n'est pas en Seine-Saint-Denis, on n'est pas dans les quartiers nord de Marseille, on a des petits quartiers qui vont sur un territoire qui va bien, donc c'est plus facile. Mais on essaye vraiment de jouer au maximum cette carte-là. Puis des fois, il faut aller chercher une ligne agricole. Par exemple, il y a un projet de ferme urbaine dans un quartier. C'est pas ni la politique de la ville, c'est ni le SS qui l'a financé, c'est la ligne agriculture parce que c'est cohérent avec la capacité d'avoir du temps un peu plus long.
c'est de trouver les ressources aussi en interne pour se dire l'expérimentation, ok, c'est la politique de la ville. Puis quand on est sur la pérennisation, c'est du droit commun et on l'inscrit d'office pour avoir les budgets dans 2-3 ans. Évidemment, c'est à l'échelle micro, mais ce qui est valable à l'échelle micro peut être plus fortement aller. Moi, j'aimerais juste rappeler 2 indications dans notre cadre de référence qui sont nouvelles et qui sont issues d'une instruction du 30 juillet relative aux équipes de la réussite républicaine, aux équipes territoriales de la réussite républicaine. Je pense que les annonces, vous les avez entendues précédemment dans la bouche du ministre au mois de juin. À la Villette. Voilà, à la Villette. Donc nous, on est dans une démarche de soutien au fonctionnement des associations, mais des associations de proximité. Et donc c'est quelque chose qui va être mis en œuvre très très vite. Je pense au titre de la programmation, de la nouvelle programmation pour 2020 dans les contrats de ville. Donc l'instruction, elle est faite au service déconcentré, sachant qu'on est quand même sur un profil d'association de proximité et qu'on estime maintenant que financer un projet n'a plus tellement de sens, enfin, on le sait depuis de nombreuses années, mais en tout cas là on donne les moyens techniques de le faire. Donc ça c'est une ouverture intéressante. L'autre chose, c'est qu'on a des objectifs cibles en matière de signature de CPO et qu'on le fait, et qu'on donne des objectifs au service déconcentré, 30% de CPO sur les crédits territorialisés. Sachant que une CPO, vous venez de le dire, je veux dire, on monte son projet, on a 2 ou 3 ans, et puis après, il va falloir renouveler la CPO. Néanmoins, une CPO, c'est quand même une manière de sécuriser le financement et ça permet au projet de vivre sa propre vie de manière plus paisible, on va dire, parce que monter des dossiers chaque année, c'est compliqué. Et au-delà de ça, oui, mais en fait, oui, c'est chronophage, mais au-delà de ça, pour moi, j'estime qu'un projet, il a sa propre vie, qui ne correspond pas forcément à la vie administrative et au rythme des appels à projets, de la politique de la ville, etc. Et qui sont divers et variés selon les territoires et les besoins des contextes locaux. Donc, du coup, moi, je trouve que ça donne une manière un peu plus paisible et respectueuse du projet de fonctionner. Voilà. Après, moi, ce que j'avais à dire sur les projets innovants, les appels à projets nationaux, etc., moi, je pense qu'on est aussi dans la recherche de… Alors, l'innovation, c'est un terme très générique, mais aussi, on est… Et donc, il ne faut pas trop s'y attacher, parce que c'est une boîte, c'est un fourre-tout. Au fond, il y a toujours des termes un peu tendance à chaque moment dans nos politiques, mais il ne faut pas trop s'y attacher. Pour moi, c'est plutôt de pouvoir expérimenter de nouveaux modèles, à la fois des modèles dans la méthode du projet, dans son système, dans son écosystème et sa relation au territoire et sa relation aux acteurs. Et donc, moi, je pense que c'est ça qui est bon à prendre dans ces démarches-là. Et moi, je suis très intéressée quand vous dites que les acteurs locaux reprennent votre projet petit à petit, parce que pour moi, c'est un gros objectif. Ça veut dire qu'on n'est plus dans un système où vous avez des associations qui ont des modèles qui sont repliqués à droite à gauche, indépendamment des contextes locaux et des environnements, de ce qui se passe localement. Vous avez maintenant des démarches innovantes qui permettent aux territoires et aux acteurs de territoire de véritablement se mettre dans une posture active et acteurs de la transformation que vous avez, vous, impulsé avec vos démarches. Et là, moi, je pense que, et dans les démarches de la politique de la ville, moi, je suis très intéressée à pouvoir soutenir ces démarches-là. Je pense que la politique de la ville doit pouvoir le permettre. Et voilà. Et donc, je pense qu'il faut plutôt le prendre dans ce sens-là que dans un sens, il y a des annonces politiques et c'est comme ça et ça fonctionne comme ça et on ne va pas trop s'apitoyer là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez parler plus fort pour qu'ils entendent jusqu'au 5e étage. Non, mais je trouve que c'est un peu pensé comme ça. Moi, je suis copilote de l'appel à projet Annie Tremblay-Assaut, que vous connaissez peut-être. Et donc, moi, je suis en charge de la stratégie territoriale et j'estime largement, c'est pour ça que je suis allée sur ce projet, que ces
ces modèles-là peuvent féconder les démarches dans les territoires et amener du bien. Et c'est comme ça qu'il faut les voir. Parce que sinon, on est dans une guerre entre... En fait, quand s'est posé la question du changement d'échelle, comment tu fais? Et effectivement, il y a plein de structures qui gardent leur maison mère, et puis tout le reste, c'est des centaines de filiales, et tu manages à distance. Et moi, ça, je ne voulais pas ça, quoi. Je voyais très bien, déjà, à l'échelle d'un quartier, que Dominguez et Vénissieux, c'était différent du Mas du Taureau à Vent-en-Velin. Et donc, évidemment que à Paris, Bordeaux, Toulouse, c'était pas possible. Je ne pouvais pas faire un copier-coller du projet, et qu'il fallait absolument s'appuyer sur le territoire, sur les acteurs. Je fais encore des erreurs, mais on va bientôt les corriger, parce que je ne connais pas le territoire quand j'arrive dans une nouvelle ville. Je ne sais pas, je connais pas les enjeux, je ne connais pas les players sociaux, les collectivités, les assos, les entreprises. Donc c'est avec eux qu'on construit le projet, et il n'y a pas un euro du territoire qui va financer le VRAC Toulouse. Chaque euro des collectivités, des entreprises toulousaines, ça va à Toulouse. Il n'y a pas d'échange là-dessus, c'est hyper important, enfin pour moi. Donc il faut réinventer à chaque fois la liste des fournisseurs, puisque il y a un catalogue national, après chacun fait le tour de ses popotes, et c'est aussi ça, chaque VRAC est indépendant. Donc j'ai pas voulu tous les consultants te vendent des contrats de franchise. Je dis au mieux on fait un contrat de franchise. C'est quoi, une franchise gratuite, quoi. Et on n'a même pas signé, en fait. On s'est fait une charte vraiment pour garder les valeurs, pour pas qu'on se retrouve avec un paquet terrible dans le projet. Mais après, il y a vraiment, typiquement à Paris, les quartiers politiques de la ville sont vraiment, ils sont intramuros, quoi, avec des poches de pauvreté, avec des gens qui ont beaucoup de moyens, qui vivent dans des QPV. Et ben, ça peut pas être le même fonctionnement qu'à Lyon, où on se base sur l'adresse des gens, quoi. Pas possible. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en place. Et même aussi, il y a une question extrêmement précise qui a été posée, peut-être avez-vous la réponse. Peut-on contracter avec quelqu'un pour subventionner? Moi, oui. Il faut le préciser dans la forme de la convention. Puis, on peut faire beaucoup de choses en commande publique quand on veut. Donc, il y a plein d'outils à utiliser. Là, au département des Yvelines, on a fait un marché réservé sur la culture, parce qu'on trouvait dommage que ce soit, je ne sais plus si c'était un cirque russe ou autre chose, qui a un contrat d'art de Noël, et on trouvait que c'était quand même bien que ce soit une structure de l'ESS. Mais c'est double volonté, c'est à la fois un triple, pour moi, c'est un enjeu sur la capacité des politiques à dire qu'on fait, sur les services à bidouiller, parce que c'est jamais simple pour aller chercher la bonne solution technique, et puis sur une offre qui existe. S'il n'y a pas d'offre locale, on ne peut pas faire. Mais oui, on peut, après les juristes se blinderont ça, acheter des prestations à une asso qu'on subventionne, mais en tout cas, on l'a déjà fait. La question du marché public, elle a beaucoup été abordée justement dans plusieurs ateliers, et elle était à la fois un point d'appui et à la fois un enjeu. Elle revenait dans deux catégories, sur les deux ateliers normalement 3 et 3 bis. À votre avis, le marché public est un ressort, Alors, moi, c'est vrai que j'ai déjà fait, j'ai fait du côté avant dans ma vie professionnelle, ce qu'on appelait les services généraux d'intérêt, les services économiques d'intérêt généraux, les SIEG en jargon barbare. C'est de la commande publique directe de l'Europe qui dit, voilà, on sanctuarise dans le champ, par exemple, de la petite enfance, et on dit qu'on le sort du marché et on travaille avec le partenaire souvent local, parce qu'on le fait pour ça, ou associatif ou coopératif, à travailler cette réponse à l'intérêt général. Et on peut faire, pour moi, la commande publique, c'est une ressource inouïe qu'on sous-utilise tous. Donc évidemment, soit on voit le verre à moitié plein, on se dit ah, c'est de la manipulation, c'est du risque, soit on se met tous autour de la table et on se dit voilà, c'est quoi les ressources qu'on a sur notre territoire. À Rennes, parce que j'ai aussi une petite casquette des durées nettes, on conventionne avec les associations sur des durées de 6 ans sur nos équipements conventionnés. On ne fait pas de marché, on ne fait pas de DST, c'est juste une convention d'objectif pour 6 ans. Et on est encore tous là, il n'y a pas eu de... Voilà, donc ça veut dire quand on veut, on peut. Ça veut dire qu'on assume les risques ensemble et qu'on sait que c'est pas forcément toujours c'est ceinture et bretelles d'habitude et que voilà, on va essayer quelque chose et on va essayer de le blinder juridiquement. Mais c'est cette question c'est un super outil. Après, c'est pas une finalité en soi, c'est un outil. Et comme tout outil, il faut qu'il reste au service d'un projet.
Mais bien utiliser, la commande publique peut être un levier. Mais à débattre ensemble avec, c'est la question du sourcing. Aujourd'hui, le sourcing est autorisé dans la commande publique. Ça veut dire que des acteurs de l'économie sociale et solidaire peuvent faire connaître ce qu'ils font. Un acheteur public en amont de son contrat, son achat peut aller voir ce qui se fait et du coup rédiger en fonction de ce qu'il a vu et de ce qu'il a besoin, évidemment. Voilà, donc des outils, comme tout outil, ça dépend comment on l'utilise, ça peut être super utilisé ou un peu dangereux. On fait un tour à 5 minutes presque de la fin pour voir s'il y avait des... On a juste d'abord une question d'une personne qui suit notre séminaire à distance. Donc c'est Nicolas Moreau qui est référent ESS à la directe de Bourgogne-Franche-Comté et qui demande, alors la déontologie développée par VRAC peut-elle tout aussi bien s'adapter aux territoires ruraux en lien avec d'autres acteurs, EPCI, communautés de communes par exemple? C'est la grande question. On me demande très très souvent, bah ouais, mais la campagne, moi-même je viens de la campagne du Pas-de-Calais, je vois bien que à part la taille des tours, c'est la même problématique, l'isolement, il n'y a pas de travail. Donc moi je suis tout seul à m'occuper du développement de VRAC. Donc, je ne peux pas en développer 50 et puis je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Donc, moi, mon objectif, alors après, à discuter avec mon conseil d'administration, mais si j'étais tout seul, c'est plutôt vraiment une dizaine de VRAC, parce que plus j'en crée, plus il faut aussi chercher des financements pour financer ce réseau-là. Une dizaine de VRAC un peu aux quatre coins de France, et qu'ensuite, on puisse se développer de manière territoriale et qu'il y ait ces passerelles avec la ruralité. Et, parce que c'est hyper, enfin, ouais, effectivement, il y a même besoin. Et je vois très bien que, ne serait-ce qu'en partant de la métropole de Lyon, on peut déjà toucher beaucoup de communes du monde rural. Et puis aussi, pour essayer de développer ça, il y a plein d'autres modèles. En fait, il n'y a pas que VRAC qui existe sur des modèles de groupement d'achat. Donc, je viens de finir un tour de France des groupements d'achat, et que ce soit des projets portés par des personnes qui ont des moyens assez élevés, des projets plutôt collaboratifs, que ce soit des projets portés par vraiment des bénéficiaires de la banque alimentaire qui en peuvent plus de ce qu'on leur donne. Et donc, il y aura un livre qui va sortir bientôt, où il y aura une sorte de boîte à outils aussi, avec des interviews de chercheurs, pour donner les clés, en tout cas, au maximum de personnes de créer son groupement d'achat et pouvoir avoir une consommation différente. Merci. L'IRDP, chef de projet politique de la ville pour les quartiers Est-Roubaix. Je voulais juste rebondir sur deux choses. Premièrement, vous aviez parlé de culture commune. Ça m'a paru très important dans notre atelier. On a aussi parlé de l'importance de définir de quoi on parle quand on parle d'économie sociale et solidaire. Et on se rend compte qu'entre les services qui s'occupent de l'ESS dans les collectivités et ceux qui s'occupent des politiques de la ville, on n'a pas forcément les mêmes définitions. Et l'idée de avant pouvoir mieux se connaître, faire de l'animation territoriale entre les différents financeurs des actions d'économie sociale et solidaire qui vont être financées dans le cadre de la politique de la ville. Ça nous paraissait important. Et aussi la question de la visibilité sur le moyen long terme des projets. C'est-à-dire que les modes d'instruction sont très... on est souvent dans l'urgence, on instruit des dossiers sur l'année N, on n'a pas le temps de se poser la question et qu'est-ce qui va se passer l'année suivante, dans 3 ans. Et voilà, donc, de trouver des modes de fonctionnement qui permettent de se poser ces questions-là en amont. Et ça m'amène à ma deuxième remarque et question. J'ai entendu parler 2 fois aujourd'hui donc, de possibilités de subvention de fonctionnement de la part de l'État, si j'ai bien compris, M. Brunat et vous, Madame, tout à l'heure. En tout cas, de la part de nos délégués du préfet, c'est peut-être pas redescendu jusqu'à moi, mais pour l'instant, quand il s'agit de pérenniser les actions dans les quartiers, on se tourne essentiellement vers les subventions de fonctionnement de la ville. Pour l'instant, on n'a pas d'autres interlocuteurs pour des subventions de fonctionnement. Si on a des nouveaux, c'est super, et j'aimerais avoir des détails. Et des adresses. Je peux répondre sur la question des subventions de fonctionnement. Comme je vous l'ai dit, c'est une instruction du 30 juillet relative aux équipes territoriales de la réussite. C'est l'annexe 1 ou 2, je crois. Et d'ailleurs, on a fait un webinaire tout à l'heure en direction des services de l'État. Je ne sais pas si vous êtes dans la boucle de la formation. Donc, il n'y a aucun souci. Je peux même vous renvoyer l'instruction si nécessaire. Les services d'État sont a priori reçus, en tout cas l'instruction a été diffusée largement.
mais on peut vous la repasser sans difficulté. Donc, il y aura voilà, vraiment des choses qui vont se mettre en place. Et n'hésitez pas à retourner vers nous pour toute question autour de cela. Je pense que le site du RTES se fera l'écho de cette voilà, relaiera pour que vous trouviez la ressource précisément. Une autre intervention, remarque, question. Dernière chose qui, alors je ne sais pas, peut-être on va le faire dans ce sens-là. Est-ce que vous avez envie, vous, les uns, les unes et l'autre, de vous emparer d'un certain nombre de ces conclusions pour les agrémenter, les enrichir, les préciser, ou tout vous paraissait complet? Boris, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce qui sort des ateliers? Il y a une des choses aussi assez transversales que moi j'ai remarqué, c'est la question de la visibilité de l'économie sociale et solidaire. Elle est posée dans pas tous les ateliers, mais pas loin. Avec là aussi comment se faire voir vis-à-vis du grand public et de la puissance publique, mais aussi comment se faire voir des entreprises. Cette question de la visibilité semble agiter beaucoup des acteurs. Ouais, mais encore 15 ans, ça ne savait même pas que ça existait du tout, le SS. Donc il faut aussi remettre dans cette réalité-là, ça avance. Il y a 15 ans, je montais ma scope, j'allais à la chambre de commerce, ils ne savaient même pas ce que c'était qu'une scope. Maintenant, voilà, c'est qu'il y a quand même petit à petit, ça évolue. C'est déjà une bonne chose, mais après, c'est par l'action. C'est par ce qu'on fait aussi sur le terrain, par des projets qu'on mène, qu'on peut aussi attirer l'œil et du politique et du médiatique et communiquer là-dessus, quoi. Mais je vois pas trop d'autres possibilités que par ce qu'on fait, en fait. Quoi. Autre remarque un peu conclusive sur ce que tu as pu voir. On voit l'importance du numérique et ça, je me souviens tout au début de VRAC, quand on se demandait comment on prend les commandes, tout le monde nous disait par mail, parce que 99% des foyers sont connectés dans les QPV. Je leur dis, vous êtes sûr, hein, vous êtes sûr? Alors, évidemment que non. Moi, on a des permanences physiques depuis toujours dans le VRAC, il y en a entre 20 et 30% de nos adhérents qui viennent à des permanences physiques. Soit parce qu'ils veulent voir quelqu'un, mais surtout parce qu'ils ne savent pas faire. Donc là, on a construit un logiciel aussi avec les habitants pour essayer d'être l'outil le plus ludique possible, mais il y a des enjeux fondamentaux là-dessus. Aujourd'hui, comment tu fais pour contacter Pôle emploi, la Sécu, la CAF et effectivement, dans les quartiers, il n'y a quand même pas assez de structures qui accompagnent les habitants sur cette problématique. Ça va être clairement un enjeu avec en plus 2022 comme échéance de dématérialisation. Mais je pense qu'il y a vraiment du boulot qu'on ne mesure pas, peut-être pas assez, même si là aujourd'hui, évidemment, on en parle tous, on est concernés. Et je pense qu'on ne mesure pas la charge de travail. Sylvie Bouvier, vous, dans ce que vous avez vu, vous avez envie de vous emparer de quelque chose, de commenter une des conclusions, de redescendre de ces ateliers ou pas, avant de conclure? Moi, je n'ai pas trop de choses à dire sur ce qui a été évoqué. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait que j'ai dit en introduction, sur le fait que dans le cadre de la rénovation des contrats de ville, il y a vraiment une opportunité de replacer le SS au centre et de donner, on a des objectifs cibles de 20% sur ce volet-là, qui sont donnés dans les instructions annuelles du CGET. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une opportunité. Donc, là où vous êtes tous, n'hésitez pas à activer les choses. Il y a encore vraiment des possibilités. Et je pense que l'ESS apporte et peut apporter énormément à la culture de la politique de la ville et dans les deux sens. Et donc, c'est un bon endroit, je pense, pour l'ESS et c'est vraiment l'occasion. Voilà. J'ai encore le temps de remettre l'ouvrage sur le métier. Et... je pense, oui. Et la marge de manœuvre. J'entendais au début votre première introduction qui disait la marge de manœuvre. On a une marge de manœuvre. Oui, il faut vraiment le voir comme ça. Il faut être proactif dans les démarches. Et ben vous allez avoir des sollicitations.
Emmanuel Rousset. Il y a beaucoup de ressources sur le site internet du RTES. C'est-à-dire que le RTES, c'est le réseau des collectivités engagées en économie sociale et solidaire. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément les mêmes services que ceux de la politique de la ville qui souvent sont plutôt côté cohésion sociale. Mais sur la commande publique, sur le juridique, sur le faire ensemble, il y a énormément de choses. Il y a aussi des formations qui sont faites pour les agents dans les collectivités en partenariat. Donc, allez voir parce que c'est vrai qu'il y a de la ressource. Et puis, une fois, après, on peut réorganiser des choses spécifiques. On est vraiment à disposition. C'est un réseau d'élus engagés. Donc, on est d'abord des militants. Et ce qu'on veut, c'est que les ressources soient utilisées. Il y a aussi des outils qui sont développés dans l'économie sociale et solidaire. Je pense au fonds de confiance, au transfert de compétences. Enfin, des choses qui permettent de payer l'ingénierie et pas le projet. Ce qui est important, c'est que les projets soient accompagnés et que VRAC accompagne, soit payé pour son accompagnement. C'est pas pareil que s'il doit développer pour se payer. Et c'est tous ces outils qu'il faut qu'on invente. Il y a des choses qui existent, il y a des choses qui sont encore à inventer et on a besoin de tout le monde. Et allez frapper aux portes de vos collègues parce que la transversalité, c'est pas simple, mais autour d'un café ou d'une bière de microbrasserie, c'est vachement plus efficace. Merci, c'est drôle parce que il y avait la dernière chose très transversale qui était de lever les freins. Et dans la manière dont c'était formulé, c'était plutôt de lever les freins des habitants, lever les freins des habitants dans leur mobilité, lever les freins des habitants dans leur activité économique. Et je trouve très bien que vous finissiez en disant qu'il faut lever les freins des acteurs de la politique de la ville et de l'économie sociale et solidaire. Merci à vous trois. Je vais demander à Dunia Besson de nous rejoindre, puisque c'est vous qui êtes chargé de fermer cette journée. Sans note.